Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième séance de ce cycle de conférences économiques sur les modèles économiques. Donc la grande question qu'on va étudier à travers ce cycle de conférences, c'est vraiment la question des modèles économiques et la manière de les changer. Donc la dernière fois, on a vu une question spécifique, qui est quand même une question importante, qui est la question du changement climatique et la protection de l'environnement globalement. Puis on a essayé de voir comment le modèle économique actuel pouvait ou non être compatible avec les contraintes écologiques. Maintenant, on va changer de secteur et on va s'intéresser à l'agriculture. Alors, la question qui nous est soumise à la réflexion, c'est comment peut-on mettre l'agriculture au service de la souveraineté alimentaire? Alors pour commencer cette réflexion, je vous propose de commencer par définir les termes et notamment définir la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? D'où vient ce concept? Et quand on s'intéresse à cette question, très vite on est renvoyé à pas mal de réflexions politiques, en l'occurrence, notamment d'associations paysannes. Et notamment, il y en a une qui est une forme de collectif, d'association, d'organisation, de soutien à la paysannerie, qui s'appelle Via Campesina, et qui s'est constituée dans les années 90, un peu dans le cadre du mouvement altermondialiste, et qui a cherché à définir cette notion. Alors il y a plein de définitions de la souveraineté alimentaire, d'ailleurs elles sont plus larges que ce que j'ai mis ici dans la diaporama, mais je veux me concentrer sur cette première approche de la définition de la souveraineté alimentaire. Et donc ici, la souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est le droit des populations à décider de leur propre stratégie et politique pour garantir leur sécurité alimentaire, tout en considérant les effets sur les autres. Alors ça, c'est une définition proche de celle de Via Campesina. Et donc ici, on voit bien qu'il y a deux éléments qui sont importants dans la souveraineté alimentaire. D'une part, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire, du coup, c'est défini par la phrase d'après, c'est l'accès à l'alimentation pour tous, faire en sorte que tout le monde puisse avoir un accès à une alimentation, et pas à n'importe quelle alimentation, une alimentation qui soit évidemment saine. Et puis, la deuxième dimension, au-delà de l'accès, c'est la capacité de décider. De décider de quoi? Eh bien, des stratégies et des politiques alimentaires. Parce que l'alimentation, ce n'est pas juste qu'un moyen de se nourrir, c'est aussi lié à nos cultures, c'est aussi lié à des besoins et aussi des choses qui ne sont pas que dans le terme du besoin, mais c'est aussi des manières d'être, des manières de vivre. Et l'alimentation est très fortement ancrée dans les différentes cultures. Et bien sûr, si on ne peut plus décider de cela, eh bien on perd une partie de sa souveraineté, d'où le caractère souveraineté alimentaire, mais aussi on perd aussi accès à sa propre culture, par exemple. Donc c'est ça, cette réflexion qui a été menée par ces associations paysannes de défense de la paysannerie, parce que malheureusement, eh bien, la souveraineté alimentaire, elle est aujourd'hui menacée, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ce n'est pas simplement un problème d'accès à l'alimentation, mais c'est un problème d'accès à la décision. Le deuxième aspect, c'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on peut vraiment décider de nos types d'agriculture, ou est-ce que, en raison de la mondialisation et des échanges internationaux, eh bien, on est condamné à devoir, en quelque sorte, voir notre agriculture évoluer avec sa propre logique, la logique marchande, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc du coup se pose la question, et c'est cette réflexion qui est engagée par ces associations de défense de la paysannerie, c'est qu'est-ce qui conditionne la souveraineté alimentaire? Alors du coup il y a deux réflexions, est-ce que la question de décision et puis la question aussi de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une forme de sécurité de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que les individus aient accès à l'alimentation facilement. Alors, le premier élément, qui n'est pas le seul, parce qu'il y a une combinaison d'éléments, mais le premier élément qu'il faut mettre ici en avant, c'est la production locale. Alors, pourquoi la production locale, elle est nécessaire à la souveraineté alimentaire? Pour deux raisons. D'abord parce que ça permet de réduire la taille des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement. C'est-à-dire que si on produit localement de son alimentation, eh bien, on n'est pas dépendant de fait de la production de pays lointains ou d'agriculture qui sont dans les pays lointains. Et comme on a des chaînes logistiques qui sont proches, eh bien, il y a moins de risques qu'elles s'effondrent. Je ne sais pas, par exemple, si, souvenez-vous, on avait le canal de Suez qui était bouché parce qu'il y avait un bateau qui était en travers, ça
entraîner des conséquences sur les flux maritimes. On peut imaginer plein de choses, on a eu le Covid aussi, et que se passe-t-il si les flux maritimes s'arrêtent et si notre alimentation, elle vient de l'autre bout du monde? Eh bien là, du coup, voilà, on est en insécurité. Donc la localisation, ça permet de la résilience de l'agriculture, ça permet aussi, et ça c'est un autre élément, de pouvoir plus facilement contrôler et donc décider, parce que la souveraineté alimentaire, c'est aussi la capacité de décider. Bon, on peut plus facilement décider, on va dire, quand on est sur un territoire dans lequel on habite ensemble, que si les agriculteurs sont sur un territoire très lointain, ou ils sont dans un autre pays étranger, et dans ce cas-là, il n'y a pas les mêmes institutions politiques qui permettent de décider comment on produit et qu'est-ce qu'on produit. Donc la souveraineté alimentaire, elle nécessite une forme de production locale, à la fois pour avoir des chaînes d'approvisionnement qui soient plus courtes, et aussi pour avoir un cadre commun dans lequel on peut collectivement discuter et décider des formes d'agriculture qu'on souhaite. Et en même temps, et ça paraît contradictoire, mais en réalité, il faut voir ça comme une articulation. En même temps, il faut aussi échanger. Pourquoi? Parce que si on produit tout localement, imaginez que toute la nourriture de la ville d'Angers soit apportée par les agriculteurs qui sont dans le Maine-et-Loire. Si un jour il y avait une inondation importante en Maine-et-Loire ou une sécheresse importante en Maine-et-Loire, et que tous les agriculteurs produisaient que la moitié de ce qu'ils produisent d'habitude, eh bien, on ne pourrait plus avoir une alimentation sécurisée pour tous les Angevins. Et donc, si on devait avoir qu'une production locale qui nourrit la population locale, et qu'il y a parfois des événements localisés qui arrivent et qui peuvent contrarier la production, eh bien, ça n'est pas très résilient. Donc, en fait, la possibilité qu'on a d'échanger avec d'autres territoires, ça participe en fait de la résilience et de la sécurité de l'alimentation. Donc, le local est préférable en général, mais les échanges sont nécessaires, notamment lorsqu'il y a des crises liées à la météo, à des catastrophes naturelles. Bon, et puis ensuite, évidemment, qui parle de souveraineté alimentaire, parle aussi de contrôle démocratique, mais effectif. Et ça, c'est très important, le terme effectif ici. Parce que si on veut contrôler notre alimentation, il faut être capable de contrôler, de savoir qui nous nourrit, quels sont les agriculteurs qui produisent des aliments, comment ils les produisent, parce que derrière, il y a aussi la qualité, de la nourriture. Pouvoir manger sainement, ça veut dire savoir d'où vient la nourriture qu'on achète. Mais aussi, le contrôle effectif, ça implique que le pouvoir politique il puisse véritablement agir sur l'agriculture. Or, parfois, ce qu'on a l'impression, c'est qu'on a du mal, on a des contradictions internes entre ce qu'on aimerait avoir comme type d'agriculture, par exemple une agriculture qui respecte l'environnement, qui ne soit pas trop industrialisée, si je puis dire, et en même temps, on sait bien que dans le monde dans lequel on vit, si les agriculteurs ne sont pas extrêmement productifs, eh bien, ils vont perdre des parts de marché et puis ils risquent de faire faillite. Et donc là aussi, il y a parfois des contradictions entre ce qu'on voudrait que soit l'agriculture et puis les contraintes économiques qui font que les agriculteurs, ils sont tous souvent dans un modèle extrêmement productiviste. Donc comment fait-on pour organiser un contrôle démocratique effectif, à la fois bien sûr de la production, mais aussi de l'approvisionnement, et aussi, puisqu'il faut en parler également, de toute la transformation des produits agricoles, parce qu'aujourd'hui on ne consomme pas essentiellement des produits bruts. On consomme beaucoup de produits transformés, et donc on ne peut pas juste dire la question agricole et la question alimentation, c'est juste la question entre les agriculteurs et les consommateurs, c'est aussi tous les intermédiaires qu'il y a entre les deux, les distributeurs et les transformateurs, et donc tout cela participe finalement à une chaîne logistique d'approvisionnement des ménages, et donc si on veut contrôler effectivement l'alimentation, il faut être capable de contrôler chaque maillon de la chaîne et pas uniquement faire peser sur les agriculteurs eux-mêmes tout le poids de ce qu'on voudrait avoir. Et puis donc, dernier élément, et qui est très important, je ne dis pas que l'un des quatre est plus important que les autres, ils sont tous les quatre sont importants. Si on veut une souveraineté alimentaire, il faut aussi sécuriser la production agricole, et donc protéger les agriculteurs des crises conjoncturelles. On va en parler tout à l'heure, mais en fait l'agriculture est soumise très régulièrement à des crises conjoncturelles, soit qu'elles sont météorologiques, ou naturelles. Il y a des catastrophes météorologiques, une grosse grêle, un gel trop tôt dans le printemps, une sécheresse. Il y a plein de raisons pour lesquelles tout d'un coup les récoltes peuvent être plus faibles. Donc évidemment, lorsque les récoltes sont divisées par deux, les agriculteurs, ils ont moins d'argent. Et donc la question, c'est comment fait-on pour les soutenir dans ces périodes-là, pour éviter que les exploitations fassent faillite et disparaissent, et que la ferme disparaisse, et du coup on a
on n'a pas la souveraineté, en tout cas la sécurité alimentaire qu'on prévoyait d'avoir. Donc il faut être capable de protéger les agriculteurs en période de crise. Il peut y avoir aussi des crises qui ne sont pas liées à des événements météorologiques, mais qui sont liées à des événements mondiaux. Une très forte hausse des prix des intrants, hein, ce qu'on voit aujourd'hui avec certains agriculteurs qui disent mais les engrais sont devenus beaucoup plus chers aujourd'hui parce que depuis la crise du gaz et depuis la guerre en Ukraine, parce que beaucoup d'engrais aujourd'hui sont faits à partir du gaz naturel. C'est du gaz naturel qu'on va tirer l'hydrogène qu'on va pouvoir utiliser dans certains engrais. Et puis parfois c'est la question de l'alimentation du bétail, parfois c'est la question de la concurrence d'autres producteurs qui peuvent être assez loin à l'étranger. Et donc comment fait-on pour sécuriser les revenus des agriculteurs dans un système de mondialisation où tous les marchés agricoles sont interdépendants les uns des autres? Donc il y a ces deux menaces en fait pour les agriculteurs, à la fois la concurrence internationale, les difficultés d'approvisionnement, et puis de l'autre, les événements météorologiques, les catastrophes naturelles, tout ça peut impacter le revenu des agriculteurs. Mais si on veut avoir une sécurité de l'alimentation qui est garantie, il faut qu'on puisse protéger nos agriculteurs de ces événements. Alors, pourquoi y a-t-il des crises agricoles? Pourquoi régulièrement dans l'histoire on a des crises agricoles? En dehors de la question météorologique, eh bien, il y a plein de raisons pour lesquelles l'agriculture est une activité économique tout à fait spécifique qu'il faut bien prendre en considération si on veut comprendre et résoudre les problèmes, ou en tout cas faire en sorte de les éviter avant qu'ils n'adviennent. Le premier élément qui est à peu près évident, c'est le risque climatique, le risque météorologique, le fait que l'agriculture, eh bien, c'est une activité qui est imbriquée dans l'écosystème et dans la nature, et donc il y a tous les événements naturels qui peuvent avoir un impact sur la production agricole. Au-delà de ça, une spécificité de l'agriculture, c'est qu'elle est fondée sur 3 facteurs de production. Alors, les facteurs de production, en économie, c'est ce qui permet de produire. Toute production de richesse, elle nécessite du travail. Donc ça, c'est, on va dire, le premier facteur de production. Toute production de richesse, aujourd'hui également, nécessite du capital, c'est-à-dire des machines, des outils, des bâtiments, donc des biens qui vont, avec le travail, combinés avec le travail, produire des richesses. Mais l'agriculture, elle a aussi besoin d'un facteur de production très spécifique, qui est la terre. Et la terre, ce n'est pas substituable, c'est-à-dire que si on n'a pas de terre, on ne pourra pas produire quoi que ce soit, même si on a beaucoup de machines, beaucoup de main-d'œuvre. À chaque fois, on a une articulation de ces 3 facteurs de production, et la différence entre la terre et les machines, par exemple, c'est que les machines, on peut en construire de nouvelles. Alors, on peut toujours avoir davantage de machines pour produire davantage de batteries, de voitures, de véhicules, etc. Et très souvent, les économistes, ils raisonnent en disant la croissance économique, c'est surtout la croissance du capital, c'est-à-dire des machines, des outils qui nous permettent de produire davantage. Mais la terre, elle ne peut pas croître, puisqu'elle est donnée en quantité limitée, en fait. Les terres agricoles sont une ressource qu'on ne peut pas produire. Et donc ça pose quand même des questions. Ça veut dire que la gestion de la terre, eh bien, elle est extrêmement particulière. On ne peut pas détruire la terre, par exemple, et puis se dire, tiens, on va la reconstruire. Quand une terre, par exemple, est très polluée et inapte à l'agriculture, eh bien, elle est perdue. Et on ne pourra plus rien faire. On ne peut pas en reconstruire une autre par derrière. Et donc ça inclut quand même une dépendance de l'agriculture à la terre, qui est une spécificité de l'agriculture en tant que système économique, et que parfois les économistes ont un peu de mal à voir, parce qu'ils raisonnent toujours avec l'idée qu'on peut toujours accroître la quantité de travail ou accroître la quantité de capital, et puis regardez, il n'y a pas de souci, on peut produire plus. Mais on ne peut pas accroître la quantité de terre, et en fait ce qu'on va voir d'ailleurs, c'est qu'en France, par exemple, la quantité de terre utilisée pour l'agriculture a tendance à décroître. On va y revenir tout à l'heure. Le dernier élément de crise agricole, là aussi qui est peu connu, et qui est pourtant fondamental, y compris d'ailleurs peu connu par les agriculteurs eux-mêmes, c'est la structuration de la demande. Et vous voyez, c'est marqué ici, une demande rigide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une demande rigide, et pourquoi est-ce que l'agriculture est soumise à ça, et pourquoi ça crée des crises? En général, on nous dit que les consommateurs, ils ont le choix. C'est ce que est la caractéristique des consommateurs. Si ils veulent manger des pommes, ils peuvent décider, plutôt que de manger des pommes, d'acheter des poires. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent les prix des produits agricoles et ils achètent tel ou tel produit en fonction de leurs besoins, mais aussi en fonction des prix du marché.
Et donc pour les agriculteurs indépendants, ils savent qu'ils sont en concurrence avec les autres produits agricoles. Et ils savent que par exemple, s'ils augmentent trop leur prix, leur consommateur va s'orienter vers d'autres types de produits. Le bœuf est substituable au porc, qui est substituable au poulet, etc. Enfin, toutes les viandes et les poissons peuvent se substituer, hein, c'est-à-dire qu'on peut décider d'acheter plutôt l'une que l'autre, on peut décider d'acheter plutôt tel fruit ou tel autre, tel légume ou tel autre, tel féculent ou tel autre. Bref, les consommateurs, ils décident bien ce qu'ils veulent. Si le prix de la farine augmente, eh bien, ils vont peut-être acheter d'autres choses que des pâtes. Et ils ont bien le droit de choisir leurs achats en fonction de cela. Le souci, c'est qu'à l'échelle globale, ils n'ont pas vraiment le choix. Il faut bien manger. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en agriculture, autant par élément, par catégorie de produits, on peut avoir un choix, autant à la fin, il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on achète des aliments pour se nourrir. Et le souci, c'est que très souvent, les prix vont dans le même sens. C'est-à-dire que les dynamiques agricoles, eh bien, comme il faut toujours de la terre pour produire, eh bien, quand on a une rareté, par exemple, de la terre ou un problème météorologique qui va faire qu'on va avoir des productions plus faibles, eh bien, ça va toucher tous les secteurs de l'agriculture en même temps. Et donc, quand on a des hausses de prix qui touchent toute l'agriculture, hein, c'est exactement ce qui s'est passé en 2023, où tous les produits alimentaires ont augmenté de prix à cause de la crise post-Covid, alors il y a différents éléments, mais y compris d'ailleurs à l'augmentation du prix des engrais et à la diminution des flux commerciaux, hein. Voilà, c'est aussi ça le souci qu'il y avait à l'époque, eh bien on a vu que les produits agricoles, les produits alimentaires, ils ont tous augmenté, et donc il a bien fallu que les gens se nourrissent, et donc ils ont quand même acheté les produits alimentaires, même si les prix avaient globalement augmenté. Et donc cette demande rigide, eh bien, elle caractérise ce phénomène que je viens de décrire. Le phénomène étant que lorsque les prix augmentent, dans l'agriculture en général, eh bien, la demande ne baisse pas beaucoup, parce qu'il faut toujours se nourrir. Et lorsque les prix baissent, eh bien, la demande n'augmente pas beaucoup. C'est ça qu'on appelle la demande rigide. C'est-à-dire que la fluctuation de la demande est faible par rapport à la fluctuation des prix. Est-ce que ce concept est compris? Ok. Donc, encore une fois, au niveau de chaque bien, on peut avoir une demande pas du tout rigide. Les poires augmentent un tout petit peu, les gens ils vont tous acheter des pommes. Mais au niveau de l'agriculture dans son ensemble, on a une demande rigide. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour un paysan, la demande n'est pas rigide. Mais pour l'ensemble de l'agriculture, la demande est rigide. Alors, prenons un exemple. Voyons plusieurs cas de figure. Alors, je vous fais un petit graphique, mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Sur ce graphique, voilà, on voit un peu ma petite flèche ici. Je représente, alors comme on le fait en économie, l'axe des prix ici, et puis l'axe des quantités ici, horizontal. Alors, je vous montre ici une demande, donc une demande qui est élastique. Donc élastique, c'est l'inverse de rigide, c'est-à-dire que la pente de la demande est faible. D'accord? Donc on voit une pente, alors c'est pentu bien sûr. Alors la pente, elle signifie quoi? Elle signifie que quand les prix sont élevés, ici on est dans le haut de la flèche, eh bien la quantité demandée est faible, et quand les prix diminuent, eh bien la quantité augmente, et elle augmente beaucoup. D'où la faiblesse et le caractère flexible de la courbe de demande ici. Alors je ne prends pas ici le marché agricole, je prends les marchés par exemple des produits industriels. En gros, les gens sont très sensibles au prix. Lorsque les prix baissent, eh bien, ils vont davantage acheter, et on va le voir par rapport à la courbe de demande ici, qui a une pente faible. Mettons maintenant, ici on a la courbe d'offre. Mettons maintenant que la courbe d'offre O1 ici, donc on l'appelle O1, la droite ici, était comme ça. C'est juste pour montrer que la courbe d'offre en général en économie, elle va à l'inverse de la courbe de demande, c'est-à-dire que quand les prix sont faibles, eh bien, on n'offre pas beaucoup, et puis au fur et à mesure que les prix augmentent, eh bien, l'offre va augmenter elle aussi pour profiter des prix plus élevés. Donc on a eu au départ une courbe d'offre comme ça, une courbe de demande qui est comme ça, et donc on a ici un prix P1, donc c'est le prix à l'instant 1, quand la courbe d'offre est ainsi et que la courbe de demande est ainsi. Ça va à peu près? Bon. Maintenant, imaginons qu'il y ait un progrès technologique. Un progrès technologique dans la production, ça veut dire qu'on va pouvoir produire la même quantité, mais à un coût plus faible, un coût unitaire de production plus faible. Donc en général, les progrès technologiques, c'est ce qu'ils font. Alors que se passe-t-il si les producteurs sont plus efficaces, ils produisent les mêmes quantités à un coût unitaire plus faible? Eh bien, on va voir une courbe d'offre qui va baisser ici. C'est-à-dire qu'en gros, tous les prix vont baisser, et donc les offreurs, ils sont prêts à vendre la même quantité pour un prix plus faible. C'est ce que ça illustre ici.
Donc par exemple, eh bien, ils vont se mettre, le prix P1 était le prix d'équilibre, on dit en économie d'avant. Tout d'un coup, eh bien, pour ce même prix, ils vont produire une quantité. Alors ici, on a une quantité même, mais ils vont se dire, bah, pour le même prix, moi, je peux produire beaucoup plus. Ça me coûte beaucoup moins cher. Donc finalement, bah, il va y avoir la demande qui, elle, n'a pas bougé. Et donc on va se retrouver ici à la nouvelle intersection entre la courbe d'offre O2 et la courbe de demande qui est ici. Donc on a ici un deuxième prix P2 qui correspond simplement au fait que les producteurs, ils produisent à des coûts plus faibles parce qu'ils ont découvert une technologie qui leur permet de produire mieux. Voilà, c'est comme ça que le progrès avance en général. Donc dans ce cas-là, le prix va baisser et bien sûr, la demande va, elle, augmenter et on va se retrouver à ces situations-là, c'est-à-dire une quantité qui a beaucoup augmenté, on passe de Q1 à Q2, et un prix qui a pas mal baissé, P1 à P2. Au final, du point de vue des offreurs, les prix ont moins baissé que les quantités n'ont augmenté. Ce qui signifie une chose très simple, c'est que globalement le chiffre d'affaires des offreurs a augmenté. Vous voyez, vous avez baissé de 20% le prix, mais vous avez augmenté de 50% les quantités vendues, eh bien votre chiffre d'affaires il augmente. C'est-à-dire que la quantité vendue excède la baisse des prix en termes de pourcentage de variation, et du coup votre chiffre d'affaires globalement augmente. Ça c'est la demande élastique. Et ça c'est, on va dire, le cas général pour la plupart des produits. Et c'est ça qui explique que quand il y a une croissance économique, quand il y a de nouvelles technologies, eh bien ça enrichit les entreprises qui produisent les produits. Et donc, au fur et à mesure qu'elles s'enrichissent, elles augmentent leur chiffre d'affaires, elles vont investir davantage. Ça, c'est la phase de croissance. Que se passe-t-il maintenant si on est dans l'agriculture et qu'on a une demande rigide? Alors, vous voyez, je vous montre ici un deuxième schéma. Et là, j'ai fait exprès d'accentuer les problèmes. Et donc, j'ai une demande dont la pente est très verticale. Alors, ça explique la demande rigide parce que ça veut dire que si le prix varie beaucoup, enfin, si le prix varie, la demande réagit peu à la variation de prix. D'où la rigidité. Pourquoi? Parce qu'il faut manger, on n'a pas le choix. Si les prix augmentent de 20%, les gens vont continuer d'augmenter leurs achats, enfin pas d'augmenter, ils vont chercher à baisser leurs achats, mais il va bien falloir qu'ils mangent quand même. La rigidité de la courbe de demande, elle illustre le fait que la nourriture est indispensable aux gens. Donc globalement, eh bien, ça veut dire que si on a une demande rigide, eh bien, ça veut dire que on va peu baisser les quantités lorsque les prix vont baisser. Et ils vont baisser beaucoup. Donc on a cette demande rigide ici, et imaginons qu'on ait une courbe d'offre qui est exactement la même que tout à l'heure, mais du coup on a le même phénomène. On va faire varier la courbe d'offre, on va la faire baisser, parce qu'on a une technologie qui fait qu'on baisse le coût de production. On prend le même exemple que tout à l'heure, mais quelles conséquences ça va avoir maintenant? Vous voyez que si la demande est rigide, le prix va passer de P1 à P2, il va beaucoup baisser, et la quantité vendue, elle va peu augmenter. C'est la conséquence directe de la rigidité de la demande. Eh bien ça veut dire que pour un producteur de produits agricoles, tout progrès technologique va faire baisser son chiffre d'affaires. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui se passe dans l'agriculture. Les agriculteurs, ils sont condamnés à ce que le progrès, c'est-à-dire la mécanisation, la baisse du coût de production, qui est la conséquence du fait que tous les agriculteurs autour de soi se mécanisent, eh bien ça fait beaucoup baisser les prix et ça ne fait pas beaucoup augmenter les ventes. Et bien ça veut dire que par nature, l'agriculture est récessive. C'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins d'emplois dans l'agriculture, de plus en plus de faillites d'exploitation, et grâce à la technologie, grâce à la mécanisation, on va avoir des terres de plus en plus importantes, des surfaces agricoles par exploitation qui vont beaucoup augmenter, le nombre de vaches dans les élevages de vaches qui va augmenter considérablement, parce que c'est la seule façon de survivre en fait. Il va falloir qu'on rachète les fermes de ses voisins pour agrandir sa ferme, pour pouvoir résister à la baisse des prix. On va chercher à augmenter les quantités en rachetant les fermes des uns et des autres. Et en fait, ce petit schéma que j'aime bien, parce qu'il est très, il est très simple à comprendre, il illustre un des problèmes fondamentaux de l'agriculture qui est la baisse des prix. Et en fait, l'agriculture, alors même si vous, consommateurs, vous n'avez pas l'impression que les prix baissent, en fait, sur le long terme, ils ont considérablement baissé. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont baissé en valeur absolue, ça veut dire que tous les autres prix ont augmenté plus vite que les prix agricoles. Et globalement, quand on regarde la part de l'agriculture dans des achats alimentaires, dans le panier d'achats de consommation des ménages, eh bien, il y a 40 ans, c'était, alors je dis n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était 20%
du panier de consommation des ménages. Et puis aujourd'hui, bah, c'est divisé par 2, c'est 10%. Donc ça veut dire que plus les gens s'enrichissent, moins ils consacrent une part importante de leur consommation aux produits alimentaires. Et bien ça veut dire que globalement, parce que les prix baissent en fait, parce qu'en fait les gens ils mangent autant, voire plus, et voire parfois des produits de meilleure qualité qu'avant, mais ils consacrent une part plus faible de leurs revenus à l'achat de produits alimentaires. Et bien ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir le même nombre d'agriculteurs aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Parce que globalement, les revenus agricoles ils baissent en fait, par rapport au PIB. Et comme les agriculteurs ils revendiquent légitimement un niveau de vie égal aux autres, eh bien, voilà, comme ils n'ont que des revenus qui baissent structurellement, eh bien, ils sont obligés d'être moins nombreux. Et c'est ça qui explique la faillite et la disparition progressive du nombre d'agriculteurs dans un pays développé, au fur et à mesure d'ailleurs que le pays se développe. Bon, alors ça c'était un peu de théorie pour vous faire comprendre les problèmes des agriculteurs. Donc si je résume, il y a 3 types de problèmes. D'abord, la dépendance à la terre. Je le fais un peu dans le désordre, hein, c'est-à-dire que la terre est un élément fondamental dans l'agriculture et la qualité de la terre fait que voilà, on ne peut pas s'en passer. Deuxième élément, c'est les aléas climatiques et météorologiques qui rend toute production assez incertaine. Et puis troisième élément, bah, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que la mécanisation et les progrès de la technologie font toujours baisser les revenus des agriculteurs à long terme. Et donc si on comprend ça, on comprend les problèmes de l'agriculture en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a cherché toujours à mener des politiques agricoles pour défendre les agriculteurs? L'un des éléments des politiques agricoles qui est central, qui a été mis en place par la France et puis généralisé ensuite dans la CE et dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est le système des prix garantis. Alors je dis que c'est l'un parce que maintenant, on va voir que ce système a évolué, il a même disparu au fur et à mesure du temps. Mais pour comprendre ce système-là, il faut revenir sur les problèmes dont on a parlé. D'abord, cette politique des prix garantis, c'est une politique française et qui est issue de l'après-guerre. Alors quelle est la situation française dans l'agriculture dans l'après-guerre? C'est une situation qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, mais qui est très dégradée, en tout cas du point de vue des autorités françaises, par rapport à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. En fait, en 1946, on considère qu'environ 35% de la population active française était agricole. C'est plus d'un tiers. Aujourd'hui, c'est moins de 2%, la population active qui travaille dans l'agriculture. Mais à l'époque, au Royaume-Uni, c'était 5,2%. Alors, 5,2% de la population active en 1948, 1945 au Royaume-Uni, enfin c'est après ces moments-là, ça veut dire une agriculture britannique qui était très mécanisée, déjà, alors que l'agriculture française était très peu mécanisée. 35% de population active agricole, ça veut dire que les exploitations agricoles sont petites. Et voilà, il n'y a pas de tracteurs, il n'y a rien, il n'y a pas de produits phytosanitaires. Voilà, on est vraiment dans l'agriculture traditionnelle qui a très peu évolué depuis le XVIIIe siècle. À l'époque, 63% du territoire métropolitain est consacré à l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la surface agricole utilisée, SAU. On va voir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Mais c'est considérable, parce qu'on enlève les villes, évidemment, tout ce qui est urbanisé, on enlève les régions non cultivables, les montagnes, le Mont Blanc, enfin tout un endroit où on ne peut pas cultiver, les lacs, les rivières, etc. Donc on enlève toutes les surfaces non cultivables, toutes les surfaces urbanisées, et on se retrouve quand même avec 63% des terres qui sont utilisées activement pour l'agriculture, soit sous forme de pâturage, soit sous forme de culture directe. Donc on a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de surfaces agricoles utilisées. Et malgré cela, à l'époque, eh bien, on ne parvient pas à nourrir les gens. Il y a encore des tickets de rationnement qui vont disparaître, je crois, en 1949, totalement. La France a besoin d'importer de la production agricole d'autres pays parce que son agriculture ne suffit pas à nourrir sa population. Et la qualité de la nourriture, je veux dire en termes de... Enfin, on ne mange pas beaucoup de viande, on a du mal à avoir des fruits, voilà, les produits laitiers, ils sont sous ticket de rationnement, donc on a des quantités de beurre, de crème, etc., qui sont limitées.
Voilà, c'est la situation de l'après-guerre, situation agricole française. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout satisfaisant. On veut faire disparaître les tickets de rationnement, on veut moderniser l'agriculture parce que ce qu'on souhaite faire, au fond, c'est imiter le modèle anglais, voire le modèle américain. Aux États-Unis, il y a un peu moins de 10% de la population active qui est agricole, donc c'est plus qu'au Royaume-Uni, mais c'est quand même nettement moins qu'en France. On veut diminuer la population agricole parce qu'on veut industrialiser davantage de pays. On a compris que la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre industrielle. On a compris, on n'est pas encore dans la paix à cette époque-là, on est en tout cas dans la logique de paix. Et on sait que si on veut que la France maintienne son rang, eh bien, il faut qu'elle produise davantage de biens manufacturés, et pour ça, il faut qu'elle ait davantage de main-d'œuvre. Mais donc, il faut baisser le nombre d'agriculteurs en France. Donc, ça veut dire qu'il faut moderniser l'agriculture. Il faut la mécaniser. Les premiers tracteurs, ils datent du début du XXe siècle. Donc, ça fait très longtemps qu'en Royaume-Uni, l'agriculture est mécanisée. En France, on n'a pas beaucoup de tracteurs à l'époque. Donc, comment fait-on pour pousser les agriculteurs à se mécaniser? Et donc, j'ai envie de dire aussi à disparaître, parce que ça veut dire que beaucoup d'exploitations vont disparaître, en fait. Beaucoup de main-d'œuvre agricole, ça va être une hémorragie d'emplois dans l'agriculture. C'est ça que ça veut dire, la modernisation. Et le problème, c'est que les agriculteurs en ont conscience de ça. Et donc les agriculteurs sont réticents à la mécanisation. Ils ne veulent pas la mécanisation. Et il faut comprendre une chose, c'est que la France arrive en deuxième vague de modernisation de l'agriculture. Il y a déjà eu la première vague au Royaume-Uni et en grande partie aux États-Unis. Et ce qu'elle a produit, c'est la misère dans les campagnes, en fait, la modernisation. Parce que, comprenons la logique, vous avez quelques agriculteurs qui se lancent dans la mécanisation. Ils font baisser les prix. Donc, les prix vont baisser, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il va y avoir une surproduction de produits agricoles, les prix vont baisser. Donc, du coup, les petites exploitations qui, elles, ne sont pas mécanisées, ne vont pas pouvoir concurrencer, elles vont disparaître, elles vont faire faillite. Les gros agriculteurs mécanisés vont racheter les fermes d'à côté, etc. Et en fait, on va avoir une disparition de l'emploi, mais qui sera fait dans la douleur. Parce que tout un ensemble d'agriculteurs qui ne se seront pas mécanisés vont faire faillite. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la mécanisation, de la modernisation de l'agriculture. Et on aimerait que ça soit fait, que ça se fasse, mais pas dans la douleur. Et donc les syndicats paysans et la FNSEA qui vient d'être créée en 1946, eh bien au départ, elle est absolument contre la logique de mécanisation et de modernisation, parce qu'elle sait que leurs adhérents, il va falloir qu'ils disparaissent. Et donc ils veulent éviter, et ils font tout pour éviter la mécanisation. Et donc il faut que les autorités françaises parviennent à convaincre les agriculteurs de suivre le modèle britannique que les agriculteurs ne veulent pas. Ils ne veulent surtout pas avoir des grandes exploitations, ils veulent garder des petites exploitations. Alors l'autre élément aussi, c'est que les grandes exploitations mécanisées, elles font la monoculture. Alors que la ferme traditionnelle française, eh bien, on a un peu de bétail, on fait des céréales, on a un verger. Voilà, on va se diversifier, alors que là, on va aller dans un modèle mécanisé, donc spécialisé, qui est un modèle qui n'est pas du tout le modèle de la paysannerie traditionnelle, et que les agriculteurs ne veulent pas. Donc il faut les pousser à accepter une modernisation, parce que c'est la volonté stratégique de la France. Et donc pour cela, les autorités françaises vont faire trois choses. D'abord, elles vont revitaliser les champs d'agriculture. Les champs d'agriculture, vous savez, c'est quelque part l'endroit où les agriculteurs, il y a eu le vote récemment au champ d'agriculture en France, c'est les représentants des agriculteurs qui sont là et qui accompagnent les exploitations et qui permet en quelque sorte de les accompagner aussi dans leurs efforts de modernisation. Donc on va chercher à utiliser les champs d'agriculture pour pousser les agriculteurs à transformer leurs pratiques et aller vers des pratiques plus mécanisées, plus efficaces, plus performantes. Pour cela, les champs d'agriculture vont pouvoir s'appuyer assez rapidement sur l'INRA. L'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, fondé en 1946, qui va du coup concevoir, alors il y a toute une partie de l'INRA qui va juste s'intéresser à l'agronomie, à améliorer les techniques agricoles, et puis une autre qui va inventer de nouvelles espèces et qui va améliorer la qualité des espèces cultivées. Et puis, dernier élément qui est au cœur de tout ça, eh bien, le crédit agricole, qui existait déjà avant, mais qu'on va essayer de revitaliser, si je puis dire, pour permettre aux agriculteurs de financer leurs achats de biens d'équipement et permettre de la mécanisation. Parce que ça coûte cher, bien sûr, la mécanisation. Et les agriculteurs, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas tellement envie, en fait, d'emprunter pour acheter des machines,
dont ils savent que derrière, ils vont se retrouver avec des prix qui vont baisser, et donc ils ne pourront pas rembourser leurs emprunts. C'est tout le problème de la modernisation, c'est qu'on a des grands coûts, hein, on va emprunter sur 10 ou 15 ans pour se moderniser, mais après, derrière, si les prix agricoles baissent, eh bien, on va se retrouver le bec dans l'eau, si je puis dire. Et on risque de faire faillite soi-même. Bon, alors du coup, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour convaincre les agriculteurs de se moderniser. Et c'est là que les dirigeants français, en essayant de répondre aux besoins et aux attentes des agriculteurs, ils vont concevoir la politique des prix garantis. Et c'est une politique qui, à la base, est assez géniale, puisqu'elle dit aux agriculteurs, écoutez, voilà, on vous garantit que si vous accompagnez la dynamique de modernisation des campagnes qu'on veut mettre en place, on vous garantit qu'on vous achètera toute votre production à ce prix-là, qui est un prix garanti. Bien sûr, si vous pouvez vendre à un prix supérieur, c'est très bien pour vous, mais si les prix baissent trop, eh bien, vous pourrez toujours vendre à ce prix-là à l'État. Donc cette politique de prix garanti, eh bien, elle vise à protéger les agriculteurs contre le risque de baisse des prix s'ils engagent le processus de mécanisation et de modernisation. Et c'est un peu l'accord implicite qui explique que l'agriculture va pouvoir vraiment se lancer dans un processus de modernisation, parce que sinon, les agriculteurs étaient absolument contre. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de voir quels sont les premiers agriculteurs, parce que ça ne s'est pas généralisé tout de suite. Le premier produit qui a bénéficié des prix garantis, c'est la betterave à sucre. Et puis très vite, on a eu les céréales, les produits laitiers, les oléagineux. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de bien voir que tous ces produits sont des produits de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que c'est tous des produits transformés. Je veux dire, personne n'achète sur le marché du blé. Hein. Voilà, on va acheter de la farine, mais pas du blé. Ou du pain, d'ailleurs, le plus souvent. Donc, en fait, on veut protéger les agriculteurs, mais en fait, on veut aussi protéger l'industrie agroalimentaire. Parce que les prix garantis, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire sait à combien elle pourra racheter de l'huile ou du lait ou de la farine ou de la betterave à sucre, puisque les agriculteurs, eux, sont protégés contre les variations de prix et notamment les baisses de prix, mais les industriels, eux, ils sont protégés contre les hausses de prix et ils savent que voilà, ce prix-là, ça sera le prix plancher le prix garanti auquel ils pourront acheter. Donc la politique des prix garantis, finalement, c'est une politique qui convient un peu à tout le monde. Puisque les agriculteurs sont garantis contre la baisse des prix, et puis les industriels, eux, ils savent qu'ils pourront acheter à ce prix-là, puisque ça va devenir très vite une norme. Alors il faut savoir que les prix garantis ne sont pas des prix uniques, enfin, ce ne sont pas des prix qui sont fixes. Voilà. Ils vont être renégociés régulièrement. Et les autorités françaises vont bien comprendre que la logique de la mécanisation va entraîner logiquement une baisse des prix. Et donc, ils vont baisser les prix garantis vont baisser, mais ils vont baisser à un rythme décidé par la puissance publique. Et les agriculteurs sont d'accord en fait, parce qu'ils savent qu'eux aussi leurs coûts de production vont baisser en fait. Mais ils veulent garder une marge suffisante pour pouvoir réinvestir et rembourser leurs emprunts. Donc la politique des prix garantis, ce n'est pas une politique où les prix n'évoluent pas. C'est une politique où au contraire, il y a une stratégie mise en place de baisse du prix, parce qu'on considère qu'il va y avoir des hausses de rendement, des hausses de productivité, et que les agriculteurs ils seront capables, pas maintenant mais dans 5 ou 6 ans, d'accepter des prix plus faibles. Et bien, du coup, tout ça est aussi au bénéfice de l'industrie agroalimentaire. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans les années 50 parce que c'est assez intéressant. Donc j'ai relu les articles du Monde de l'époque. Vous savez que si vous êtes abonné au Monde, vous pouvez regarder les archives. Et donc c'est intéressant parce que tous ces débats, les congrès de la FNSEA, les discussions internes aux syndicats agricoles, les rapports avec le politique, tout ça était au cœur des débats de l'époque. Bref, en 1962, après la signature du traité de Rome, dans le traité de Rome, il y a De Gaulle après 1958, vous voyez, le retour de De Gaulle au pouvoir, et on décide d'attacher à la construction européenne une politique agricole commune, la PAC. Et en 1962, eh bien, cette politique de prix garanti, elle est généralisée à l'échelle européenne. Et donc, dès qu'il y a une généralisation, ça veut dire que tous les produits agricoles, y compris les fruits et légumes qui n'étaient pas concernés par les premières politiques de prix garanti, ils vont être aussi concernés. Et donc tous les produits agricoles, tous les agriculteurs donc, bénéficieront de la politique des prix garantis. Et en 1962, c'est aussi le moment où les jeunes agriculteurs rejoignent la FNSEA et où la FNSEA se convertit au productivisme et à la mécanisation, à l'agriculture moderne. Et aujourd'hui, on dit toujours que la FNSEA, c'est des agriculteurs qui sont pro, évidemment, la mécanisation et les technologies agricoles, la modernisation de l'agriculture, mais
Voilà, mais ce n'est que depuis 62 qui sont sur cette logique-là. Avant, ils étaient vraiment défenseurs d'une agriculture paysanne peu mécanisée. Bon, alors ça, c'était important de refaire l'historique parce que vous comprenez bien que cette garantie des prix, c'est pour répondre à la crise agricole dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à la nature de la crise agricole qui fait que chaque fois qu'il y a la modernisation, il y a une baisse des prix. Et en fait, pour les agriculteurs, c'est jamais rentable de se moderniser. Donc on a protégé les agriculteurs avec ce type de politique. Et ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné, encore une fois, au sens où ça a fait disparaître beaucoup d'agriculteurs, hein. Mais à un rythme contrôlé, hein, puisque le nombre d'agriculteurs, de gens qui travaillent dans l'agriculture a baissé, la taille moyenne des exploitations a augmenté, donc la population active a pu se déverser de l'agriculture vers l'industrie, c'était ça qu'on voulait, hein, c'est-à-dire moderniser la France, c'était avoir de nouveaux ouvriers, donc il fallait qu'on vide les campagnes, si je peux dire, pour que les agriculteurs aillent dans les usines. Mais très vite, ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est retrouvé avec des crises de surproduction. Parce que les prix garantis, ça veut dire que plus on produit, plus on gagne de chiffre d'affaires. Et quel que soit, il n'y a jamais de risque de surproduction qui fait baisser les prix. On sait à combien on va pouvoir vendre ces produits. Donc les agriculteurs, ils sont incités à produire le plus possible. Et donc le problème, c'est qu'au départ, c'était ça qu'on voulait faire, hein, puisque la France avait besoin d'importer, donc elle voulait garder une forme d'autosuffisance alimentaire. Et puis la généralisation à l'échelle européenne de la PAC, c'était aussi pour permettre, dans le marché commun, d'avoir des débouchés pour les surplus français. Mais le problème, c'est que quand on a généralisé la même politique dans tous les pays européens, bientôt, tous les pays ont commencé à avoir des surplus. Donc on s'est retrouvé avec une surproduction généralisée partout en Europe. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Alors très vite, et même avant même la PAC, hein, dès les années 50, en fait, on va introduire des critères de qualité. Et on va dire, si vous voulez vendre vos courgettes, il faut qu'elles aient tel gabarit, il faut qu'elles correspondent aux normes, parce que sinon on ne les achète pas. Et donc la conséquence des prix garantis, ça a été de plus en plus de normes qui ont été mises en place pour que la production soit achetable par les autorités. Parce que vous comprenez bien aussi que si l'agriculteur il fait absolument n'importe quoi et qu'il produit des produits de très mauvaise qualité, il triche en quelque sorte. Avec les prix garantis, il pourra toujours les vendre au bon prix. Donc la normalisation, c'est une manière d'éviter que les agriculteurs fassent n'importe quoi. Et on les achète certes au prix garanti, mais à condition que leur produit répond au minimum aux normes de qualité qu'on a décidées. Donc les critères de qualité, les normes, vont permettre de ne pas acheter certains produits agricoles trop mauvais. Et puis ensuite, on va introduire des stocks stratégiques, c'est-à-dire que l'Europe va commencer à stocker tout ce qu'elle a acheté, parce que prix garanti veut dire achat obligatoire, hein, c'est-à-dire que l'Europe est obligée, les autorités nationales et européennes sont contraintes d'acheter la production des paysans français, et donc elle va stocker toute cette production. Donc on va avoir des stocks de beurre, par exemple, qui vont s'accumuler dans les années 80 en Europe, parce que la production de beurre va être très importante. Il faut savoir que la production de beurre, c'est c'est une conséquence de la production de lait. Vous savez que les vaches ne produisent pas de beurre, hein, elles produisent du lait. Ce lait est partiellement écrémé, hein, et donc soit on l'écrème totalement, on fait de la poudre de lait écrémé, et de l'autre côté on fait du beurre, soit on l'écrème à moitié, donc on fait du lait demi-écrémé, et puis on fait de la crème de consommation. Mais si la population veut boire plus de lait, il va bien falloir que les vaches fassent plus de crème, hein, parce que et donc le problème, c'est qu'après on va se retrouver avec trop de crème si la consommation de lait augmente, et du coup on va transformer cette crème en beurre pour la garder, mais on va se retrouver avec des stocks de beurre énormes. Donc il faudra que les Chinois commencent à manger des croissants, tout ça. Hein. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Pour écouler les beurres, parfois, on a changé les habitudes alimentaires. Il y avait, souvenez-vous, il y a quand même pas si... Il y a moins maintenant les campagnes de boire du lait, mais à l'époque, Mendes France avait imposé le fait que dans les écoles, on devait offrir du lait aux gamins, donc ce n'est pas une mauvaise idée en soi. C'était aussi pour lutter contre l'alcoolisme, d'ailleurs, hein, qu'il avait voulu défendre le lait comme boisson. Donc les Français ont commencé à boire plus de lait dans les années 50 et 60, donc c'était très bien pour les agriculteurs, mais du coup on se retrouvait avec plein de beurre. Voilà. Parce que, encore une fois, on a aussi poussé les sélections génétiques des vaches pour qu'elles aient un lait moins gras. C'était l'autre solution. Et en fait ça marche assez bien, on arrive à faire varier le taux de matière grasse du lait en fonction des besoins qu'on a en lait ou en matière grasse. Mais les deux sont inséparables, c'est un peu le souci de l'agriculteur. Bref, je m'égare un peu. Mais je voulais simplement dire que le problème
notamment du lait et du beurre, c'est qu'on en produisait trop parce que les prix garantis entraînaient spontanément une surproduction. Donc on a mis en place des quotas laitiers dans les années 80. On a mis en place aussi des restrictions à l'usage des terres. C'est ce qu'on appelait la jachère. C'est-à-dire qu'on a dit aux agriculteurs, écoutez, laissez au repos une partie de vos terres parce que sinon vous allez surproduire. Donc on a mis des politiques qui visaient à contrecarrer cette surproduction structurelle. Et puis on a fait d'autres choses aussi. On s'est dit, tiens, puisqu'on a beaucoup de surplus en Europe, on va chercher à les vendre. Et même, on va chercher à vendre des produits transformés. On va faire du poulet. Alors pourquoi du poulet? Parce que le poulet, c'est des céréales transformées en fait, du point de vue industriel. Vous produisez trop de céréales, vous faites un élevage de poulets, vous donnez les céréales que vous produisez en trop à ces poulets, donc vous faites du poulet en batterie, alors parfois de très mauvaise qualité, c'est vraiment un processus totalement industrialisé. Et puis avec tous ces poulets, qu'est-ce que vous faites? Vous les congelez et vous les exportez dans des bateaux frigorifiés. Et dans les années 70, il y a eu un grand marché du poulet qui s'est développé parce que les pays du Golfe se sont enrichis avec le choc pétrolier. On a eu beaucoup de nouveaux arrivants dans ces pays. Ils ont commencé à bâtir plein de choses, des villes. Enfin, vous voyez, ils commençaient Dubaï maintenant. Donc ils ont utilisé le pétrole pour se développer. Plein de main-d'œuvre est arrivée dans ces pays. Ces main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Du poulet. Et puis ils n'avaient pas une agriculture très forte. Donc la France a commencé, en particulier la France, et en particulier la Bretagne d'ailleurs, a commencé à produire plein de poulets avec les excédents des céréales qu'on avait. Alors ça a commencé à bien marcher, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup enrichies en vendant du poulet congelé à ces pays du Moyen-Orient. Et puis dans les années 80, il a commencé à avoir la crise du poulet, parce que d'autres pays se sont engouffrés dans cette stratégie, le Brésil en particulier, l'Amérique du Sud, l'Asie. Il y a eu plein d'endroits qui se sont dit, tiens, on va concurrencer les poulets français, les poulets européens, on va faire nous aussi du poulet. Tout le monde a commencé à faire du poulet, on s'est retrouvé avec des stocks de poulet, exactement comme on s'est retrouvé avec des stocks de céréales, de beurre, etc. Donc du coup, on s'est dit, on ne va pas les vendre uniquement aux pays pétroliers du Moyen-Orient, on va chercher à les vendre en Afrique après tout. Eux aussi, ils ont besoin de manger, ils se développent, ils commencent à avoir un peu d'argent. Donc on a déversé tous nos poulets en Afrique. Et là, ça a commencé à poser problème. Parce que le modèle économique des vendeurs de poulets européens, c'était qu'ils produisaient du poulet avec des céréales françaises, mais il y avait des prix garantis aussi pour le poulet, évidemment. Seulement, ils ne vendaient pas aux pays étrangers au prix garanti. Ils vendaient aux pays étrangers au prix de marché. Et il y avait une concurrence internationale, donc il y avait un prix de marché du poulet congelé à l'échelle du monde. Et si le prix de marché était faible, était inférieur au prix garanti, eh bien les agriculteurs ils bénéficiaient de restitution de la part de la PAC, de la politique agricole. C'est-à-dire que si le prix du poulet, je dis n'importe quoi, était à 5 €, on le vendait à 5 € au Sénégal, par exemple, et que le prix garanti du poulet était à 10 €, eh bien, les agriculteurs pouvaient, enfin les agriculteurs c'est parfois des industriels, parce que là on n'est plus dans l'agriculture, quand on parle de poulet en batterie, enfin officiellement c'est encore de l'agriculture, mais en réalité c'est un peu de l'industrie déjà. Eh bien du coup, si on vendait à 5 € et que le prix garanti c'était 10 €, on pouvait se voir restituer la différence de 5 €. Et alors là, ça posait un problème. Parce que 5 €, là aussi je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous prendre un exemple, c'était un prix de vente du poulet au Sénégal qui était inférieur au coût de production du poulet sénégalais. Puisque les Sénégalais, eux, ils ne bénéficiaient pas de toute l'infrastructure logistique des Européens, de toute la mécanisation, parce que leur agriculture était moins développée qu'on peut avoir en Europe. Donc si vous voulez élever un poulet au Sénégal, eh bien, votre coût de production était supérieur au poulet importé. Et donc là, ça avait une conséquence terrible pour les Sénégalais. Alors je prends les Sénégal parce que je pense toujours, vous savez, à ce plat fameux sénégalais qui est le poulet bicyclette. Mais en fait, je pense bien que le poulet bicyclette, il a un lien avec toute cette histoire. C'est-à-dire que le poulet est devenu vraiment l'objet de consommation courante parce que le prix d'achat du poulet était très faible. Mais il était tellement faible que les paysans locaux ne pouvaient plus produire du poulet. Et donc, on a commencé à se rendre compte que cette politique agricole qui avait entraîné la modernisation de l'agriculture européenne et donc qui avait entraîné finalement le développement industriel aussi de l'Europe et de la France, eh bien, était en train de saper l'agriculture des pays africains, des pays en voie de développement, et qui, eux, ne se modernisaient pas, ils disparaissaient complètement. Et du coup, la souveraineté alimentaire, on y revient,
de ces pays auxquels on vendait nos poulets congelés à bas coût, eh bien, elle était menacée par nos propres pratiques agricoles. Et là, quand les pays en voie de développement ont commencé à gueuler, pardon de l'expression, mais en tout cas à dire, écoutez, ça ne va pas du tout, vous êtes en train de détruire totalement notre agriculture, eh bien, ils ont mis ça à l'agenda des négociations commerciales qui avaient lieu à l'époque, c'est-à-dire les accords du GATT, et ils se sont plaints, et donc il a fallu qu'on compose et qu'on réponde aux besoins légitimes des pays en voie de développement qui n'avaient pas encore eu le temps de développer leur agriculture, mais qui étaient déjà en concurrence avec des pays européens, avec une agriculture extrêmement performante, mais du coup, la concurrence était totalement déloyale. En plus, cette agriculture extrêmement performante, elle a été gavée de subventions, hein, et ces subventions, ces restitutions, c'était une forme de subvention à l'exportation. Donc ce n'était pas du jeu, si je puis dire, et donc on était en train d'empêcher le développement de ces pays. Donc, dans les accords de Marrakech, signés en 1994, eh bien, on va chercher à répondre à ces revendications légitimes des pays en voie de développement et à changer notre modèle agricole. Bon, par ailleurs, le modèle agricole européen avait aussi ce problème de stock. Il y avait trop de stock, il y avait trop de surproduction. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il y avait en fait deux manières de répondre à ce problème. La première manière, j'ai envie de dire, c'était de maintenir le système de prix garanti, mais de limiter les exportations européennes, c'est-à-dire d'éviter donc ces principes de restitution aux exportations. Mais dans ce cas-là, il fallait quand même qu'on gère les problèmes d'excédents agricoles. Et pour gérer les problèmes d'excédents agricoles, il fallait baisser la productivité et baisser les rendements de l'agriculture européenne. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, il fallait réussir à réduire la production alimentaire, parce que les exportations avaient été développées parce qu'on était en surproduction. Tous les pays européens étaient en surproduction, logiquement, et ils ont surproduit, donc on s'est retrouvé avec plein d'excédents, donc on a cherché à les exporter. Mais ça a déstabilisé les agricultures des pays en voie de développement. Donc il fallait qu'on arrête ces exportations, et dans ce cas-là, il fallait qu'on réduise la production agricole. Et donc il fallait qu'on régule davantage. Et il fallait qu'on incite, peut-être par des normes, dans un principe où on renforce, vous voyez, je dis ici, on renforce les normes de production, on renforce la gestion administrative de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on dit aux agriculteurs, arrêtez de trop produire, donc vous voyez, on fait en sorte d'astreindre, de réduire les marges de manœuvre des agriculteurs individuels, ils ne peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent, mais d'un autre côté, ça aurait pu être le deal, on continue de garantir les prix. C'est-à-dire, bon, maintenant vous allez produire 20% de moins, en gros, je dis n'importe quoi, et produire 20% de moins, tout le monde, comme ça on arrête d'avoir des excédents à exporter, mais en conséquence de quoi, eh bien, vous serez payé 20% de plus. Le prix alimentaire individuel va lui augmenter, et du coup vous ne perdez pas en pouvoir d'achat. Ça, c'était un deal qui était possible. Alors quel était le perdant dans l'histoire? C'était le consommateur. Parce que ça voulait dire que le prix unitaire du poulet, il allait augmenter. Donc c'était compliqué à mettre en place. Et puis par ailleurs, les agriculteurs, ils ont toujours un peu été rétifs au fait qu'on leur dise, qu'une autorité administrative leur dise ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et ils leur expliquent que non, il va falloir réduire votre production. Donc cette stratégie, on va dire, de décroissance de l'agriculture, décroissance contrôlée, qui était nécessaire du fait de la surproduction, n'était pas tellement populaire, ni chez les consommateurs, ni chez les agriculteurs. Donc du coup, elle ne s'est pas faite. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, d'abord, on a maintenu les exportations. On a maintenu l'ouverture du commerce avec les pays en voie de développement et tous les autres. Seulement cette fois-ci, on a arrêté les restitutions. Et qu'est-ce que ça veut dire arrêter les restitutions? Ça veut dire arrêter avec le principe des prix garantis. Donc on a dit aux agriculteurs, écoutez, voilà, maintenant on va continuer de vous aider, parce que de toute façon, si on n'aide pas l'agriculture, pour les raisons que j'ai un peu expliquées tout à l'heure, les revenus agricoles ne sont pas suffisants pour vivre, simplement. Donc on a fait ce qu'on appelle le découplage. On vous donne des aides en fonction de votre surface agricole. Alors bon, c'est un critère pas forcément très juste, les grandes fermes gagnent plus que les petites fermes, mais bon, il faut bien un critère. Mais on ne vous donne pas des aides en fonction de votre production. Donc déjà, on désincite à la surproduction en tout cas, ce découplage des aides. Mais surtout, du coup, ça ne subventionne pas les exportations. Et du coup, ça veut dire que les agriculteurs, que les pays en voie de développement ne subissent pas la concurrence du poulet subventionné, poulet étant l'élément qui recouvre tous les éléments agricoles exportés, parce que bien sûr, vous savez bien qu'on n'exporte pas que du poulet, mais c'est juste un exemple qui permet d'illustrer tous les autres.
Donc on va supprimer les prix garantis, et donc ça veut dire que les agriculteurs, eh bien maintenant, ils gagneront de l'argent en fonction des prix de marché. C'est ça que ça veut dire. Et les prix de marché qui fluctuent, on l'a vu. Et ils fluctuent logiquement et naturellement en fonction des crises climatiques, enfin des événements météorologiques, en fonction des événements type guerre et autres, en fonction de la technologie, qui fait par nature toujours baisser les prix de manière structurelle, en fonction de la concurrence d'autres systèmes agricoles, je vais y venir, qui peuvent parfois se permettre d'être efficaces, enfin de gagner de l'argent avec des prix de marché plus faibles. Et en même temps, on va permettre aux agriculteurs de continuer d'exporter s'ils le souhaitent. Parce que du coup, ça va beaucoup moins déstabiliser les agriculteurs des pays en voie de développement. On va passer donc des prix garantis aux prix d'intervention. Alors, les prix d'intervention, ça veut dire que cette fois-ci, on va pas avoir des prix garantis pour les agriculteurs, mais si jamais les prix baissent trop, eh bien, l'Union européenne, les autorités européennes vont intervenir sur les marchés pour racheter les produits à un certain prix pour éviter une baisse trop faible des prix. Donc on garde un certain contrôle des prix, mais un contrôle qui est beaucoup plus indirect. Et on espère, on essaye qu'il n'y ait pas besoin d'intervention. Alors au début, les prix d'intervention, ils sont très proches des prix garantis, tout ça s'est fait progressivement, puis progressivement, ils vont baisser, jusqu'à arriver sous les prix de marché. Donc du coup, il n'y a quasiment plus besoin d'intervenir, sauf lorsque les prix de marché s'effondrent, et dans ce cas-là, il y a de retour à des interventions. En même temps, l'Union européenne a commencé à faire plein d'accords de libre-échange qui incluent la question agricole. Et là, ça commence dès les années 90 avec la Turquie, Israël, tous les pays du Maghreb, alors moins l'Algérie, plutôt le Maroc que l'Algérie. L'Algérie, il y a toujours eu des complications. Ensuite, le CETA, l'accord avec le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Mercosur qui a été conclu, le traité a été signé, mais il n'a pas encore été ratifié, et voilà, c'est en cours, on verra si ça passe ou pas, c'est pas encore sûr que ça passe. Ces accords de libre-échange, eh bien, ils ont été conçus par les autorités européennes sur le modèle du je sacrifie l'agriculture, en gros, pour défendre les services et l'industrie. Alors l'industrie, c'était pour contenter nos amis allemands, parce qu'ils sont une grande puissance industrielle, ils ont besoin de vendre davantage de véhicules, de voitures, etc. sur les marchés des pays en voie de développement. Et puis les services, c'était aussi pour les Français, parce que on a plein d'entreprises championnes du monde de services. Alors, non seulement nos banques qui sont parmi les plus grandes au monde, mais aussi toutes nos sociétés qui s'occupent des infrastructures publiques, comme les ports, l'approvisionnement en eau, en électricité, etc. Et donc les accords de libre-échange, finalement, ils ont été négociés par les autorités européennes en se disant, on va davantage importer de produits agricoles que vous produisez, vous les pays en voie de développement, et puis en échange, vous allez davantage importer nos produits industriels et nos services. Donc c'est cet arbitrage, en fait, qui a été la matrice de tous les accords de libre-échange, dont, bien sûr, le traité de Mercosur. Bon, le problème, c'est que tout ça a entraîné des problèmes dans l'agriculture française, puisqu'ils étaient en concurrence avec des modèles, avec des pays qui n'ont pas les mêmes modèles agricoles. Et donc là aussi, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que l'agriculture française ou européenne, lorsqu'elle est mise en concurrence avec une agriculture, par exemple, d'Amérique du Sud, voire même de Nouvelle-Zélande, eh bien, elle ne se bat pas à armes égales. Et pour essayer de l'expliquer, eh bien, je vais là aussi devoir vous raconter un peu comment ça se passe et pourquoi est-ce que l'agriculture, les modèles agricoles peuvent être très différents d'un pays à l'autre. Alors évidemment, quand je parle de la concurrence déloyale en agriculture, très souvent on pense à des choses classiques qui sont les normes environnementales, par exemple, et le prix du travail. Et ça c'est clair, mais ça ne touche pas que l'agriculture, ça touche toute l'industrie, tous les produits économiques. Et c'est vrai que ça existe, c'est-à-dire que si les normes sociales sont plus faibles au Maroc, en gros les salaires des ouvriers agricoles sont beaucoup plus faibles, forcément ils pourront produire à des prix plus faibles que les Européens. De la même façon, si les normes écologiques sont plus faibles, ils pourront utiliser des engrais ou des pesticides qui sont interdits en Europe, et du coup ils pourront peut-être produire plus efficacement, mais en plus, voilà, mais tout en détruisant leur environnement. On pourrait dire c'est pas grave, mais du coup ça crée une concurrence déloyale avec les agriculteurs français. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qu'on oublie en général lorsqu'on traite de l'agriculture. Comme je l'ai dit, l'agriculture a une spécificité, elle a besoin de terre. Sans terre, pas d'exploitation agricole.
Or, le coût de la terre est très très différent d'un pays à l'autre. Et en fait, ce qui fait que le coût de la terre peut être plus élevé dans une région du monde que dans une autre, c'est la densité de la population. Quand vous avez une population très dense, eh bien, comme en France, comme en Europe, par exemple, eh bien, c'est compliqué d'avoir des grandes exploitations. Parce que le coût de la terre est plus élevé, et puis même, vous allez chercher à économiser les surfaces agricoles, et donc vous allez mener une politique agricole, une stratégie de production agricole, qui sera fondée sur la hausse des rendements. C'est-à-dire qu'en Europe, pour essayer d'être compétitif, comme la terre est onéreuse, on va chercher à l'exploiter le mieux possible, c'est-à-dire à augmenter les rendements par hectare. Mais dans des pays où la densité de la population est faible, par exemple le Canada ou la Nouvelle-Zélande, c'est très très faible la densité de population en Nouvelle-Zélande. Bon, comment un agriculteur qui veut élever des moutons fait en Nouvelle-Zélande? Il prend son troupeau de moutons, il le laisse paître un peu tout seul, et puis il revient quelques semaines plus tard. En fait, ça ne demande pas beaucoup de travail. Et en fait, les moutons, comme ils sont sur des très vastes étendues, ils peuvent très facilement se débrouiller tout seuls pendant quelques temps. Pareil pour les bovins argentins. On les laisse dans la pampa en semi-liberté, et puis on va les récupérer après. Les vaches auront fait des veaux, et on récupérera les veaux quand ils auront un peu grandi, et ça nous demande très peu de travail. En Europe, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas laisser les troupeaux dans la pampa, parce qu'on n'a pas les terres, en fait. On n'a pas les endroits suffisamment vides et sauvages où on peut laisser paître les troupeaux en toute tranquillité. C'est un peu pareil pour les céréales, d'ailleurs. Quand vous êtes un céréalier canadien, bon, vous vous en fichez un peu du rendement à l'hectare. Ce qui vous intéresse, c'est de ne pas avoir trop de main-d'œuvre, et donc vous allez cultiver moins bien, c'est-à-dire avec des rendements plus faibles, mais sur des surfaces beaucoup plus étendues, et avec beaucoup moins de main-d'œuvre par hectare. Eh bien, il se trouve que ces types d'exploitation semi-extensive, j'ose pas dire extensive parce qu'il y a quand même de l'engrais parfois, voilà, je parle des exploitations céréalières, mais on va moins bien cultiver les terres et on va moins optimiser le rendement par surface pour économiser la main-d'œuvre. Et à la fin, eh bien, on produit des coûts unitaires plus faibles qu'en Europe. Et vous pouvez regarder si ça vous intéresse, mais quand vous regardez les rendements à l'hectare aux États-Unis et au Canada, en blé par exemple, ils sont beaucoup plus faibles qu'en France. Mais le blé canadien, il est moins cher. Et ça, c'est parce qu'ils ont des exploitations de telle taille qu'ils n'ont pas besoin de maximiser le rendement. Au contraire, ils vont baisser le rendement pour économiser la main-d'œuvre, et du coup, ils vont faire moins cher. Et ça, on ne peut pas concurrencer. Et donc ça veut dire qu'il y a, vous voyez, c'est ce que j'ai marqué ici, un arbitrage entre rendement et productivité du travail. C'est-à-dire que soit on fait comme les Européens, on a une population dense, on essaye de maximiser le rendement, donc d'économiser la terre, mais dans ce cas-là, on est plus coûteux. Soit on a beaucoup des très vastes exploitations, on les cultive moins bien, on a des rendements plus faibles, mais on économise de la main-d'œuvre. Et comme la main-d'œuvre, c'est ça qui coûte le plus cher en définitive, eh bien les modèles avec des rendements faibles sont plus efficaces du point de vue économique que les modèles avec des rendements forts. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met en concurrence, donc c'est ça que je parle, c'est ça que j'appelle l'avantage des pays du Nouveau Monde. Ce que j'appelle les pays du Nouveau Monde, c'est finalement ces pays du Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Océanie, l'Amérique du Nord et du Sud, qui sont beaucoup moins densément peuplés que l'Europe et l'Asie, enfin l'Asie du Sud en particulier et du Sud-Est. Évidemment, la Sibérie, c'est pas très densément peuplé, mais ils ne sont pas en concurrence avec nous. Encore que pour le blé, ils sont aussi très efficaces, les Russes. Bref, donc il y a un avantage structurel des pays du Nouveau Monde. Et qu'est-ce qui se passe-t-il, du coup, j'y reviens, si on met en concurrence les céréales canadiennes, par exemple, avec les céréales européennes? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si les Européens se trouvent avec des coûts de marché, des prix de marché qui sont plus faibles que leurs coûts de production, ils vont chercher à gagner en efficacité, en coûts de production. Et quel est le modèle le plus efficace? C'est le modèle canadien. Donc ils vont baisser les rendements de la terre. Et alors si on baisse les rendements de la terre et qu'on a toujours la même surface agricole utilisée, on va baisser la production. Et en fait, le mécanisme de concurrence entre les exploitations du Nouveau Monde et les exploitations européennes pousse à la baisse des rendements des exploitations européennes qui, du coup, fait baisser la quantité de production totale. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est une baisse. Alors, on n'a pas une baisse des rendements réels, mais en fait, on a une stagnation des rendements
alors que les rendements augmentent en Amérique du Nord. Les rendements stagnent, voire baissent un peu en Europe. Et ça, c'est parce que les modèles sont en train de s'harmoniser en quelque sorte. Mais ils s'harmonisent en baissant la production totale de nourriture en France. Et en fait, on va s'apercevoir qu'en France, la surface agricole utilisée va baisser, les rendements moyens vont stagner, voire un peu baisser, et donc mécaniquement, la production globale agricole va baisser. Et ça, ça c'est au cœur de notre sujet, parce que la souveraineté alimentaire, c'est la capacité assurée et à décider politiquement de sa sécurité alimentaire. Et si on n'a pas de sécurité alimentaire, parce qu'on doit de plus en plus importer des produits, et bien forcément, on n'est pas souverain sur le plan agricole. Donc c'est ça que j'explique ici. La course à la productivité agricole, donc à la hausse de la productivité du travail, va engendrer une baisse des rendements et en même temps une diminution de la surface agricole utilisée. Souvenez-vous du chiffre, au sortir de la guerre, au début des années 50, on a 63% de surface agricole utilisée. Maintenant, on est à 52%, on a perdu 11 points. Cette baisse des surfaces agricoles utilisées, elle est due à quoi? Que les fermes les moins rentables, les fermes dans des régions montagneuses, difficiles d'accès, où la mécanisation est onéreuse, en fait, elles disparaissent progressivement, au profit des fermes plus adaptées à la concurrence internationale. Donc le problème, c'est que du coup, on a effectivement une hausse des tailles des exploitations, une stagnation des rendements, et puis l'agriculture française a tendance à se spécialiser dans ces domaines de compétences. Donc par exemple, en élevage, les agriculteurs qui veulent élever du bovin par exemple, et qui sont en concurrence avec le bovin d'Amérique du Sud, qui lui est élevé sur des modèles extensifs très peu onéreux, ils sont obligés de chercher à baisser les coûts de production, et donc ils vont continuer de produire, parce qu'ils sont subventionnés quand même, donc ils arrivent à résister un peu grâce aux subventions, qui ne sont pas à la production mais à l'hectare, mais du coup pour réduire leur coût de production, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter de l'alimentation importée. Et aujourd'hui, la moitié du fourrage du bétail est importé. Les tourteaux de soja américains sont la nourriture principale de notre bétail en Europe, mais ils viennent de l'extérieur. Et ça pose problème, parce que ça crée une fragilité de notre système agricole. L'élevage traditionnel, c'est la ferme qui a son bétail et qui nourrit son bétail avec le pâturage d'un côté et puis la production de céréales ou de foin qu'on va donner pendant l'hiver. Ça veut dire que c'est une production autonome. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'importer. On a peu d'intrants en fait. On produit tout et puis on a du coup du bétail qu'on peut ensuite vendre. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout le modèle. Aujourd'hui, on élève du bovin, mais on achète de la nourriture et des tourteaux de soja qui sont importés de l'étranger. Et donc ça veut dire que le jour où le Brésil ou les pays d'Amérique refusent d'exporter leur soja, je rappelle que l'Inde a arrêté les exportations de riz pour des questions de souveraineté alimentaire. Donc pourquoi pas, est-ce qu'on aurait d'autres pays qui, pour casser l'élevage européen, se disent j'arrête d'exporter des tourteaux de soja en Europe, et donc on ne peut plus nourrir notre bétail. C'est ça la conséquence. Et donc du coup, on n'est plus souverain du point de vue alimentaire, parce qu'on est dépendant des décisions des autres. Dernier élément, c'est la conséquence de tout ça. C'est qu'on avait un excédent commercial agricole extrêmement important, qui était lié au système qui poussait à la surproduction. Et encore une fois, la surproduction n'était pas le bon système. On est tous d'accord qu'il faut trouver quelque chose qui ne soit pas l'ancien modèle, qui ne marchait pas. Mais là, le modèle actuel, c'est un effondrement de la souveraineté alimentaire de la France, du fait de sa dépendance de plus en plus forte aux importations agricoles. Voilà, ce petit schéma ici permet de l'illustrer. Alors, je l'ai récupéré tout à l'heure sur le site de l'INSEE, vous pouvez facilement le trouver. Solde des échanges agroalimentaires par type de produit. Donc ici, on a l'agriculture, on a les produits bruts et les produits transformés, parce que dans la souveraineté alimentaire, et je vais y venir aussi, il y a toute l'industrie de transformation. Alors quand on regarde ça, on se dit, ça va. Finalement, on a un excédent de la balance commerciale française, avec des variations annuelles, mais on ne voit pas de baisse. Mais là, on a compté certains produits transformés tout à fait particuliers. C'est les vins et les spiritueux. Alors si on enlève maintenant, on enlève les boissons, le vin français très cher, parce qu'évidemment ça correspond, le vin français permet par son prix, ses exportations, de rééquilibrer le cognac, etc., tout ça. Si on enlève les boissons, alors là on arrive à la courbe bleue. Et la courbe bleue, vous voyez, alors évidemment on peut dire le vin, le cognac, tout ça c'est l'alimentation, mais enfin c'est pas l'alimentation qu'on veut, voilà.
qui correspond à nos souverainetés alimentaires. Parce que le jour où on n'a plus que du vin et du cognac pour se nourrir, ça va être beau. Bref, donc voilà, le souci c'est que les fruits et légumes, la nourriture du bétail, et les fruits et légumes c'est terrible, hein, on produit beaucoup moins de fruits et légumes en France hein, par rapport à notre consommation. Donc on a une dépendance vis-à-vis d'autres pays européens, mais aussi beaucoup hors Union européenne, pour tout un ensemble de produits. Et du coup, ben, on devient de plus en plus dépendant des décisions des autres, donc on perd de plus en plus de souveraineté alimentaire. Bon, du coup, il faut changer. Il me reste 10 minutes. Alors je vais essayer. Alors évidemment, c'était long de décrire la situation actuelle, mais je voulais le faire correctement pour qu'on puisse comprendre les enjeux en fait, de la politique agricole. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'agriculture, très régulièrement dans l'actualité. Le salon de l'agriculture vient de fermer. Et puis à chaque fois, on nous dit on va sauver les paysanneries, tous les politiques vont au salon d'agriculture pour dire j'ai compris vos problèmes, et puis d'une année sur l'autre, on voit que c'est toujours les mêmes problèmes et qu'on ne règle jamais rien. Et vous l'avez vu hein, quand même, hein, ça fait quand même depuis Chirac qu'on a mis le salon de l'agriculture au cœur des politiques françaises, donc ça fait quand même un bout de temps, et en fait ça ne s'arrange pas du tout la situation. Donc il y a un truc qu'on manque, donc c'est un problème systémique. Alors que peut-on faire? D'abord, il faut dire une chose ici, c'est que la proposition que j'ai faite tout à l'heure, en disant on pourrait arrêter d'exporter, la France pourrait arrêter d'exporter, et puis revenir à des prix garantis, comme ça on ne déstabiliserait pas les agriculteurs des autres pays, ça paraît le premier modèle. Mais ce modèle, il pose un énorme problème. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pays dans le monde qui ne peuvent pas s'alimenter eux-mêmes, et qui ont besoin des exportations de certains pays comme la France. J'ai dit qu'on exportait beaucoup de vin et de cognac, c'est vrai, mais on exporte aussi beaucoup de blé. Parce que malgré tout, le blé européen, le blé français, il reste assez compétitif dans le monde. Et puis on exporte aussi d'autres trucs. Il y a des pays, pensez à l'Égypte. Bon, j'aime bien prendre le cas de l'Égypte parce qu'il est assez, voilà, assez, comment dire, un peu caricatural quelque part, mais assez extrême. Les terres arables en Égypte, c'est le Nil, enfin, et les terres autour du Nil. Tout le reste, c'est un énorme désert. Bon, il y a aussi le delta du Nil, mais le delta du Nil, c'est aussi le Nil, hein, on va le dire. Donc ça veut dire que... Et il y a 100 millions d'habitants en Égypte. Enfin, je veux dire, c'est un pays qui a beaucoup, dont la population a énormément augmenté ces 30 dernières années. Et donc, ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. C'est juste impossible. Alors, ils essayent, bien sûr. Hein, il y a des politiques de développement. On essaye de pousser les villes dans les déserts. On fait ça en Égypte. On essaie de déplacer les villes dans le désert parce que le problème, c'est que les villes sont aussi au bord du Nil. Donc on a à la fois peu de terres arables, et en plus une grande partie des terres arabes sont habitées. Mais on ne peut pas déplacer toutes les villes, vous comprenez bien que c'est quand même voilà, pas simple. Donc on doit importer beaucoup. Et donc si on décidait que tous les pays devaient arrêter d'exporter, eh bien que ferait-on des pays qui ne peuvent pas produire suffisamment de nourriture pour nourrir leur propre population? On ne peut pas. Et puis j'ai dit tout à l'heure, l'échange, il est au cœur de la résilience et de la souveraineté alimentaire. Il faut... Si jamais on arrête tous d'exporter et qu'il y a une crise météorologique qui frappe un pays particulier, on ne va pas le laisser mourir de faim. Donc la résilience du système, je vous ai dit, c'est un peu contradictoire. C'est à la fois produire au maximum localement, mais permettre les échanges, au cas où la production locale ne suffit pas à nourrir les gens. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? L'un des éléments, l'une des solutions qu'on a mis en place et qui sont de plus en plus intégrées au commerce agricole, c'est les AOC. Alors, ou les AOP en fait, j'ai dit AOC, mais en fait c'est AOP, appellation d'origine protégée. Alors ça, on est très fiers en France parce que c'est un peu une invention française, et c'est très utile pour concilier à la fois le caractère marchand de l'agriculture, et puis également la protection contre la concurrence. Comme vous savez, les AOP, je sais pas, je prends par exemple une AOP qui marche très bien, c'est le comté. Ça fonctionne parce que on ne peut produire du comté que dans une région française précise, et que si les agriculteurs qui produisent du comté se conforment au cahier des charges qui lui-même est décidé par les agriculteurs de producteurs de comté eux-mêmes. Et donc ça veut dire que du comté canadien, eh bien, il n'y en aura jamais, ou grec, ou brésilien, etc. Donc, et les AOC, c'est pas que le fromage. Ça peut être en partie la charcuterie, donc ça implique les savoir-faire, ça peut même être certains produits bruts. La noix de Grenoble, hein, c'est une première AOP, c'est la noix de Grenoble. Et donc ça protège, parce qu'il y a derrière le produit, il y a un savoir-faire, une agriculture, etc.
Alors ça c'est pas mal. Et en fait, qu'est-ce que ça fait concrètement une AOP? Ça protège les paysans de la concurrence d'autres pays. Puisque le nom, l'appellation d'origine protégée, eh bien, elle protège de la concurrence et donc elle permet à ces produits d'être finalement plus chers que les prix de marché, mais bien sûr avec une qualité particulière. Donc ça protège à la fois un savoir-faire et j'ai marqué aussi ça protège une identité culturelle. Parce que derrière l'AOP, il y a beaucoup plus que simplement un produit. Il y a toute une région en fait qui est derrière. Et ça permet de sortir de la logique du marché et de la concurrence pure. Hein, c'est bien une marchandise, le comté, mais ce n'est pas une marchandise organisée selon la logique concurrentielle où tout le monde peut rentrer sur le marché et produire du comté comme il veut. Alors ça, c'est intégré à certains accords commerciaux. Par exemple, avec le CETA, eh bien, le Canada reconnaît les AOP européennes, et ça veut dire qu'ils s'interdisent de produire des produits qu'ils appelleraient comté sur le sol canadien. Alors bon, en même temps, il n'y a pas de comté canadien, il n'y en a jamais eu. Les Canadiens savent que ce n'est pas possible de faire ce genre de choses. Mais au moins, ça évite ces genres de fraude. Alors, excusez-moi. Voilà, je reviens en arrière. Bon. Mais ce n'est pas satisfaisant, les AOP. Parce que la nourriture, ce n'est pas que ça. On a aussi besoin de produits bruts, pas très chers, qui servent ensuite à faire d'autres choses. On a besoin de farine, de blé, voilà, on ne peut pas manger que des AOP, on ne peut pas protéger toute l'agriculture comme ça. Donc il faudrait qu'on puisse revenir à un système qui permet aux agriculteurs de voir leurs revenus protégés, et donc d'avoir un système de prix garanti. Mais comment fait-on pour garantir les prix des agriculteurs, revenir à ce système-là, tout en exportant et en faisant en sorte qu'on ne déstabilise pas les agricultures des pays en voie de développement. Donc en fait, c'est un peu la quadrature de cercle, cette histoire-là. Parce que si on garantit aux paysans les prix et qu'on leur permet d'exporter, eh bien là, on va se retrouver au problème d'avant. Et puis en plus, on va avoir une surproduction très rapidement. Alors, moi, ce que j'ai pensé, ce que je vous propose, mais oui, je vais terminer ça dans les 5 minutes qui viennent, c'est d'avoir un nouveau système agricole qui soit complémentaire au système agricole actuel. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est de garder une agriculture marchande, exportatrice. De toute façon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont très doués pour faire ça, et on ne va pas les interdire d'exporter dans les autres pays. Et en même temps, de permettre à des agriculteurs qui, eux, ne veulent pas ou qui ne peuvent pas rentrer dans cette concurrence internationale, de les protéger. Protéger avec des prix garantis, mais aussi protéger leurs débouchés, faire en sorte, parce que les prix garantis, ça va avec l'achat. Hein. C'est-à-dire que si je garantis un prix, il faut que l'agriculteur soit sûr de vendre à ce prix-là. Et donc, il faut qu'il y ait un achat des autorités, comme ce qui se passait du temps de la politique des prix garantis. Et puis, il faut aussi que ces agriculteurs à qui qu'on va protéger avec des prix garantis, il faut aussi qu'ils aient une filière agricole qui soit vraiment intégrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent d'acheter du soja brésilien pour nourrir leur bétail, par exemple. Parce que du coup, on aura perdu. Si on garantit des prix, mais qu'on permet d'avoir des techniques de production qui sont celles du moindre coût et qui impliquent une dépendance vis-à-vis des importations pour les intrants, on n'a rien gagné du tout en termes de souveraineté alimentaire. Donc il faut créer une filière agricole, protéger la concurrence internationale, avec des prix garantis, mais avec des conditions d'accès à cette agriculture et un type d'agriculture qui est la contrepartie de cette garantie des prix. On ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi, et on veut que les normes de production, exactement comme ce qu'on faisait avant, soient aussi au cœur de la dynamique qu'on veut enclencher. Donc il faut que les agriculteurs acceptent des normes en termes de production en échange d'une protection de leurs débouchés et de leurs revenus. Et c'est ça que j'appelle un régime agricole complémentaire. Alors c'est une réflexion que j'ai depuis quelques années, que j'essaye de mettre en avant. Alors c'était un peu l'occasion de cette conférence, c'est d'expliquer un peu ce mécanisme. Eh bien déjà c'est un mécanisme qui complète le mécanisme d'aujourd'hui. Donc qui ne s'oppose pas à l'agriculture marchande traditionnelle. On garde la politique agricole commune telle qu'elle fonctionne. On ne remet pas en cause toute la politique agricole commune parce qu'en fait, c'est pas possible, parce que c'est déjà c'est une politique européenne, donc la France ne peut pas aller contre, mais elle peut dire, écoutez, pour certains agriculteurs, la politique agricole commune, les exportations,
voilà, la dépendance au marché extérieur, tout ça, ça marche très bien, donc on ne va pas les interdire de faire ça, mais on voudrait sortir de la logique du régime agricole actuel une partie de l'agriculture, les agriculteurs qui le souhaitent, et à eux, on va leur accorder une forme de protection en échange de normes de production qu'on va renforcer. C'est-à-dire peut-être plus d'écologie, des produits avec moins d'intrants, et notamment moins d'intrants importés, et on va les accompagner en créant une filière spécifique pour ces agriculteurs-là. Alors vous allez me dire, mais cette filière, c'est quoi? Parce qu'à la fin, c'est bien les ménages qui mangent les produits de l'agriculture. Alors, mon idée, c'est que on ne peut pas, il ne faut pas raisonner en termes uniquement sur le modèle qu'on avait avant, qui est le modèle les ménages achètent des produits aux agriculteurs directement. Vous savez, ça c'est un peu le modèle des AMAP. Alors les AMAP, c'est intéressant, hein. C'est un modèle qui relie directement les ménages avec les agriculteurs, sans intermédiaire. Donc AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Merci, je ne savais plus que c'était le M, mais c'est bien ça, l'agriculture paysanne. Où il y a un autre projet qui a été mis en avant récemment, et notamment par un député vert qui l'a proposé, mais il n'a pas été discuté, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Alors dans ces deux cas, on va chercher à protéger les agriculteurs, mais à mettre en relation directe, sans intermédiaire, avec peu d'intermédiaires, les ménages et les agriculteurs. Alors là où ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne consomment pas des produits bruts. Alors, peut-être que certains ici qui sont retraités, qui ont le temps, ont repris goût à la cuisine, mais beaucoup de familles nombreuses n'ont pas le temps de cuisiner, parfois ne savent pas cuisiner. Et en fait, ce qui change beaucoup dans les habitudes des ménages aujourd'hui par rapport aux habitudes des ménages des années 50, c'est que beaucoup de gens achètent des produits déjà transformés. Et je ne parle évidemment pas du pain, hein. On a toujours acheté du pain en tant que produit transformé, mais je parle de boîtes de conserve, de traiteurs, de toutes ces choses-là qui sont en fait finalement au cœur, et même de la salade en sachet en fait. Aujourd'hui, on n'achète plus des salades, enfin on achète encore des salades sur le marché qui sont pleines, mais beaucoup de gens, de plus en plus de gens achètent des salades en sachet, ça leur épargne du temps. Donc le souci qu'on a, c'est qu'on ne peut pas avoir un modèle agricole fondé sur l'idée que les ménages ils vont recommencer à cuisiner eux-mêmes leurs légumes et leurs viandes qu'ils vont acheter chez le boucher ou chez l'agriculteur directement. En fait, ça ne marche pas comme ça, quoi. Alors, évidemment, ça peut marcher, et il faut maintenir les AMAP, etc. Mais le modèle, de généralisation et de protection de l'agriculteur ne peut pas passer uniquement par l'agriculteur qui va vendre aux ménages. Il doit prendre en considération les distributeurs et surtout les transformateurs. Et donc, comment fait-on pour organiser toute une filière qui va aller de l'agriculteur vers le ménage, en passant par les distributeurs, les transformateurs, etc., pour produire finalement les pizzas que veulent acheter les ménages, en fait. Je caricature exprès, mais à la fin, on a bien des plats tout faits qu'on va acheter, et c'est ça que les ménages souhaitent. Et donc il faut que ces plats soient produits dans des conditions qui permettent de rémunérer correctement les agriculteurs, et donc il faudrait créer une filière qui permet finalement de transformer les produits bruts agricoles qu'on a achetés à des prix garantis en produits consommables par les ménages en général. Alors c'est pas évident cette histoire, hein, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire aux distributeurs, aux industriels de l'agroalimentaire, maintenant il va falloir que vous achetez plus cher vos poulets plutôt que vous les importiez du Brésil. Alors ils ne vont pas être d'accord, ils vont dire mais moi il n'y a pas de raison, j'ai le droit d'acheter où je veux, c'est le marché unique, on a le droit d'importation, on a le droit d'importer, on a des accords de libre-échange, donc si le poulet brésilien il est 30% moins cher que le poulet français, eh bien je vais acheter du poulet brésilien, voilà, c'est ça que l'attendent les consommateurs. Donc là on a un souci, c'est-à-dire que si on veut protéger certains agriculteurs et qu'on veut se retrouver avec des poulets plus chers à la fin, eh bien on ne sait pas dans quelle industrie de transformation ces poulets vont aller. Vous voyez le problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut avoir une industrie de transformation publique. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un truc absolument délirant, puisqu'en fait les autorités, les administrations publiques produisent déjà de la nourriture. Toutes les cantines scolaires, tous les systèmes de restauration dans les hôpitaux. Il y a plein d'endroits où la puissance publique a besoin d'acheter de la nourriture pour nourrir des gens.
Et là, on a une possibilité peut-être d'utiliser ce levier qui est la commande publique pour avoir un débouché pour les agriculteurs qui voudraient être protégés de la concurrence internationale, et on pourrait tout à fait créer une filière de distribution et de transformation des produits agricoles bruts en utilisant les cantines scolaires en général, et puis plein d'autres endroits où l'État a besoin, quand il fait des... Enfin, on peut imaginer plein de choses que les collectivités territoriales et l'État peuvent utiliser pour avoir des débouchés pour cette agriculture. Aujourd'hui, dans les cantines scolaires, il n'y a pas de structure nationale qui permet d'approvisionner ces cantines. En fait, chaque cantine ou chaque mairie en fait, organise son système un peu comme elle peut. Et en fait, du coup, très souvent, pour des raisons de prix, elle est obligée d'acheter le moins cher, mais on pourrait tout à fait pousser ces collectivités territoriales à acheter une filière locale, une filière protégée de la concurrence, et on pourrait dire aux autorités européennes qui ne vont pas forcément voir ça d'un bon œil, dire, écoutez, pour des raisons de souveraineté alimentaire, nous voulons maintenir une agriculture paysanne qui ne soit pas liée aux logiques marchandes et qui trouve des débouchés dans les besoins qu'on a de nourrir une partie de la population, notamment les populations scolaires, les Crous à l'université, les hôpitaux, etc., etc. Alors évidemment, et j'en terminerai là, ce que je vous propose c'est un modèle, c'est une réflexion. Je pense qu'elle mériterait d'être approfondie. Mais cette réflexion, elle se base sur le principe que tous les agriculteurs ne vont pas vouloir entrer dans ce mécanisme-là. Parce que sinon, on va se retrouver avec beaucoup trop de production et on ne saura pas quoi en faire. Néanmoins, je pense qu'une partie des agriculteurs de toute façon ne veulent pas rentrer dans ce mécanisme, donc c'est très bien pour eux. Et puis s'il y en a beaucoup qui veulent rentrer dans ce mécanisme et qu'on se retrouve avec trop de produits alimentaires, je vous l'ai dit, on les achète, qu'est-ce qu'on fait des surplus et du stock? Alors c'est là qu'on peut le recycler, d'abord dans l'aide alimentaire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont besoin d'aide alimentaire aujourd'hui. On verse le RSA, on a des populations fragiles qui ont besoin d'aide alimentaire. Peut-être qu'on pourrait utiliser ces surplus, si on en reste, pour permettre de l'aide alimentaire. Peut-être qu'on pourrait ouvrir des épiceries solidaires pour des populations, là aussi, qui seraient triées, qui seraient conditionnées à des besoins alimentaires spécifiques. Et peut-être qu'on peut aussi utiliser ces surplus agricoles pour d'autres choses, des politiques d'aide au développement, soutenir Gaza ou les Ukrainiens, je ne sais quoi, où il y a parfois des besoins d'aide alimentaire. Voilà, donc ce que je veux dire pour terminer, c'est que cette idée de protéger le secteur vivrier, c'est une idée qui doit pouvoir être généralisée dans le monde entier. C'est-à-dire que en fait, chaque pays devrait avoir le droit d'extraire du commerce international une partie de son agriculture pour des raisons de souveraineté alimentaire, pour maintenir une agriculture paysanne, non industrielle, résiliente, qui produit pour les besoins locaux. L'intérêt de le mécanisme que je viens de vous présenter brièvement, c'est qu'il est généralisable. C'est que ça n'ôte rien à personne que l'Égypte, qui n'a pas de souveraineté alimentaire aujourd'hui, que l'Allemagne, que le Brésil, que les États-Unis, créent une filière non marchande d'agriculture, une agriculture dans laquelle il peut y avoir des interventions fortes, il peut y avoir des prix garantis. Ça ne va pas forcément se généraliser à toute l'agriculture, mais si on protège une partie de l'agriculture, on protège aussi des savoir-faire, on protège aussi des filières de transformation. Et je pense que ça va que contribuer à garantir la souveraineté alimentaire et la sécurité de l'alimentation pour tous. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre